Je sais que le facteur a commencé à livrer les exemplaires cette semaine. Il y a déjà des collaborateurs qui m'ont annoncé, même pas des personnes qui sont en ville, ce qui m'a étonné, qu'ils ont reçu leur exemplaire depuis 2 jours. Donc, c'est en train de se distribuer. Voilà. Nicole, quand est-ce que tu as reçu le tien? Ça fait 2 jours. Ah, wow. Une belle photo à l'arrière. Oui. Même pas si Samy a vu tout le chaînon parce que je lui ai livré une boîte. Moi-même, j'ai aussi une boîte, puis moi, je ne l'ai pas ouvert. Samy ne devait pas l'ouvrir, mais bon, on allait l'ouvrir ensemble avec vous ce soir. Alors, roulement de tambour, ça a l'air que Daniel ouvre sa boîte. Je vais le faire en même temps, même si on voit rien. On ne voit rien dans Zoom. On voit un petit peu, non? Moi, Pas vraiment. Vous allez entendre des sons. Voilà, c'est important. Et voilà. Hein, on l'aperçoit quand même comme ça. Donc là, Samy, on a essayé de vous réserver un peu la surprise pour vous rendre honneur à la page couverture arrière. Je ne sais pas si la surprise a été dévoilée ou non par soit ta femme ou soit l'ouverture d'un numéro du chaînon qui est arrivé par la poste, mais voilà. C'est trop! Il fallait pas! Ah, c'est très beau. Merci beaucoup. Ben, si vous me permettez, je vais enchaîner tout de suite. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps d'aller faire leur petite pause, remplir leur verre d'eau, mais je suis conscient du temps qui file. Je suis très honoré de pouvoir faire un lancement de plus. Ça va être mon dernier, comme ça a été mentionné plus tôt ce soir. Donc là, on vient de passer à travers une AGA. L'Assemblée générale annuelle, c'est vraiment ce qui fait partie de la vie de l'association. Donc, en assistant à l'AGA, vous avez vécu un moment de la vie de l'association. Le lancement maintenant du magazine, c'est une invitation à ouvrir vos horizons et à vous plonger dans tout ce qui définit notre vie en tant que franco-ontarien, notre culture, etc. Donc, je vous amène vraiment dans un autre registre pour effectuer le lancement de ce plus récent numéro du chaînon. Donc, bonjour à tout le monde. Vous m'avez entendu parler au cours de la soirée. Je pense qu'on se connaît pas mal tous. Je vois beaucoup de visages connus, de gens qui ont collaboré au chaînon, qui ont écrit des articles, contribué des photos, révisé, etc., etc. Bienvenue à tous. Vous savez qui je suis, Samy Khalid. Je suis le rédacteur en chef depuis 8 ans. Je pense que j'ai noté dans mon mot du rédacteur que c'est mon 22e numéro du chaînon. Et oui, effectivement, ben, c'est mon dernier, mais ça ne veut pas dire que je termine, je coupe les ponts avec l'organisation ou la revue. Absolument pas. Je reste très attaché à cette revue-là. Donc, on vous présente le chaînon de l'été 2020. On a l'impression qu'on n'est déjà plus à l'été parce que ça sent vraiment l'automne, mais en réalité, on est encore en été. Et le lancement se fait à ce moment-ci parce qu'on voulait faire coïncider ça avec l'AGA. C'est certain que c'est difficile en temps de pandémie d'organiser des rencontres. Et puis même, on ne savait pas à un moment donné si on allait vraiment pouvoir poster les exemplaires. Je suis content que ça ait pu se produire. Je souligne, vous avez l'image en arrière-plan. Vous le voyez aussi sur le fond d'écran de mes collaboratrices qui vont prendre la parole ce soir. Je vais quand même prendre la peine de partager l'image pour ceux et celles qui ne l'auront pas vue déjà. Donc, voici la couverture très spéciale de ce numéro-ci qui se veut et c'est fait exprès, qui se veut un peu énigmatique. C'est d'habitude, vous savez,
quand on choisit une photo pour la couverture ou une image, il y a beaucoup de réflexion qui se fait là-dedans. Un numéro du Chaînon, ça peut prendre 1 an et plus à préparer. L'image se dévoile à un moment donné au cours de la production. Cette fois-ci, ça a été un petit peu difficile, mais elle se veut comme elle est parce qu'on est en temps de pandémie, on est dans des circonstances vraiment particulières. Donc, je trouve que ça correspond à l'humeur et au ton qu'on voulait donner à ce numéro-là. Je remercie Michel Lafleur, photographe par excellence, ancien photographe du droit et aujourd'hui à la retraite, mais grand ami du Chaînon, de nous avoir fourni cette photo-là qui remonte aux années 70. En 1973, il a pris cette photo au cimetière Beechwood d'Ottawa. Et donc, ça fait bien le lien avec un des 2 thèmes qui sont abordés dans ce numéro, celui de la pandémie et des pandémies au fil des ans. Donc, un petit aperçu très brièvement de ce numéro. C'était censé au départ être un numéro sans thématique particulière, un numéro général. Il y avait des articles qui commençaient à s'accumuler depuis un certain temps, entre autres pour parler de l'éducation en Ontario. Je vous invite à lire un article très intéressant de M. Lefebvre, je pense qu'il est avec nous d'ailleurs aujourd'hui, sur l'enseignement en langue française en Ontario avant le règlement 17. Donc, tout ce qui s'est passé pour nous amener jusqu'au début du 20e siècle. Il y a un article très intéressant de notre présidente d'Assemblée de tout à l'heure, Dominique Lajoie, et de sa maman aussi, un témoignage. Bonjour, Madame Lajoie, sur Vanier, l'histoire de Vanier, le nom de l'endroit et le témoignage de Madame Grand-Maître Lajoie sur le changement de nom et sa rencontre avec Pauline Vanier. Absolument passionnant à lire. Donc, plein d'articles intéressants. Mais j'en viens aux 2 sections spéciales et pour vous donner un petit peu de contexte sur la façon dont on en est arrivé à la préparation de ces sections-là. Donc, au début, à la fin de l'année dernière, au début de cette année, on a appris, on a su qu'il y avait un anniversaire important qui allait être souligné en février 2020, celui des 175 ans de présence des Sœurs de la Charité d'Ottawa dans la région. Oui, je salue Huguette, Sœur Huguette Parent, des Sœurs de la Charité, justement. Et donc, Brigitte Murray, qui fait partie de votre conseil d'administration, m'a dit qu'elle voulait préparer un article sur le sujet. Et ensuite, ça s'est transformé en 2 articles, puis 3, puis 4, puis 5. Et c'est devenu une section spéciale, vraiment pour marquer cet anniversaire important. Et je pense que c'est un beau témoignage, en fait, de l'importance et de la vitalité de cette congrégation des Sœurs de la Charité, de voir que c'est passé d'une petite idée à un nombre de pages quand même assez important dans ce chaînon. Donc, je salue et je remercie Brigitte qui va prendre la parole dans un instant, Brigitte Murray, qui a organisé cette section sur les Sœurs de la Charité. Parallèlement à ça, on a tous été surpris dès le début de l'année d'apprendre qu'il y avait à l'autre bout du monde une épidémie qui était en train de se développer. Puis finalement, elle s'est répandue à travers le monde et donc c'est devenu une pandémie. Et ça nous a frappé de plein fouet à partir de la mi-mars. Ça fait 6 mois, en fait, cette semaine qu'on est en confinement. Depuis, c'est ça, 6 mois hier que moi, par exemple, je n'ai pas été à mon lieu de travail dans un bureau du gouvernement au centre-ville d'Ottawa, mais que je travaille à partir de la maison. Ça a transformé nos vies. Et donc, en particulier avec l'aide de Daniel Carrière-Paris, que je salue aussi ici, on a beaucoup parlé, on a réfléchi ensemble sur ce que ça voulait dire que la pandémie, de quelle façon ça avait transformé nos vies. Et on s'est rendu compte, elle et moi, au cours de nos recherches, qu'en fait, les épidémies, ce n'est pas apparu en 2020. La pandémie de 2020, ce n'est pas la première qu'il y a eu dans l'histoire du monde. Donc, ça nous a amené à préparer, et surtout Daniel, 2 séries d'articles. Une qui parle de la pandémie telle qu'on la vit aujourd'hui
Et un autre volet, ça a été plutôt la perspective historique, le constat que c'est déjà arrivé auparavant. Et donc, pour parler de ces deux sections spéciales aujourd'hui, je suis honoré de passer la parole aux deux personnes que je viens de vous nommer. Donc, d'abord, il y aura Daniel Carrière-Paris qui va nous parler de la section sur la pandémie et qui va passer la parole à une invitée spéciale, Denise Lemire. Bonjour Denise, qui a eu un témoignage intéressant et spécial à nous livrer. Et pour la deuxième partie, Brigitte Murray, qui va nous parler, qui va faire le lien avec la pandémie, mais retourner en arrière au 19e siècle et une épidémie qui a eu un impact en particulier sur Ottawa et qui a marqué les débuts de la congrégation des Sœurs de la Charité, en fait, dans la région. Et Brigitte va passer la parole à Huguette Parent pour terminer sur la contribution des Sœurs de la Charité d'Ottawa sur les 175 dernières années. Donc, avant de passer la parole à Daniel Carrière-Paris, je veux vous remercier tous et toutes de participer ce soir au lancement, vous remercier de votre soutien, vous rappeler aussi, même si je sais que je n'ai pas besoin de le faire, vous rappeler l'importance de vous abonner, de faire passer le message pour qu'on puisse continuer à faire vivre le chaînon. Il faut bien sûr qu'il y ait des appuis concrets de la part de la communauté. Michel Prévost, malheureusement, n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais il vous dirait, commencez à prévoir vos achats de Noël. Là, ça va être le temps de commencer à prévoir des cadeaux à offrir à votre famille, à votre entourage. Donc, je relais le message de Michel Prévost. Et puis, je vous préviens aussi qu'il y aura, si on a le temps, une petite période de questions après l'intervention de Sœur Huguette ou un échange, en fait, comme vous voulez l'appeler. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Daniel Carrière-Paris, ma collaboratrice maintenant de longue date, mon bras droit souvent dans la préparation des articles. À toi, Daniel. Merci, Samy. Je vais vous parler de 3 articles en particulier. Comme vous savez, la crise sanitaire mondiale que nous vivons en ce moment, engendrée par le coronavirus, constitue un des fléaux les plus importants de notre époque. Et c'est pourquoi le magazine de Chaînon s'est penché sur ce sujet. Parmi les 3 articles, le premier article qui s'intitule « Le Canada n'a jamais été à l'abri des pandémies ». Vous apprendrez qu'à l'échelle planétaire, plusieurs autres pandémies ont sévi depuis des temps immémoriaux. Contrairement à l'épidémie qui constitue une propagation généralisée d'une maladie infectieuse au sein d'une population, la pandémie est une épidémie qui se propage à l'échelle de plusieurs pays, de continents, voire du monde entier. Son existence découle d'une bactérie ou d'un virus hautement contagieux. La pandémie s'amorce brusquement, culmine hâtivement et s'estompe relativement rapidement. Malheureusement, l'histoire révèle cependant qu'elle a tendance à revenir par vagues. C'est peut-être ce qu'on va vivre cet automne, on ne sait pas. Et parmi ces pandémies, on note qu'il y en a eu d'autres, telles que la peste, le choléra, la grippe espagnole et autres grippes, le sida, le SRAS et plus récemment, la COVID-19 que nous vivons en ce moment. Le deuxième article sur lequel on s'est penché, c'est un franco-ontarien à l'épicentre canadien de la lutte contre le corona. Je dois souligner ici là, que si l'humanité est contrainte à lutter contre le coronavirus en se confinant, en pratiquant la distanciation sociale, en adoptant de saines pratiques d'hygiène, certains choisissent sciemment d'aller au front pour combattre l'effroyable maladie mangeuse de vie humaine. Le docteur Guillaume Poliquin en est un exemple, et vous allez en apprendre davantage à son sujet. Il est un infectiologue et pédiatre franco-ontarien qui est un conseiller médical au Laboratoire national de microbiologie au sein de la Direction générale de la prévention et contrôle des maladies infectieuses à l'Agence de la santé publique du Canada. Ce laboratoire-là est situé à Winnipeg. C'est dans ce laboratoire que s'organise au Canada la riposte contre la pandémie en cours. Je
dois souligner que le docteur Guillaume Poliquin et puis le laboratoire en question ont participé à trouver le vaccin contre le Ebola. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez important. Puis le dernier article sur lequel j'attire votre attention, c'est qui est intitulé « Le petit récit d'un confinement en haute mer, à la fois douillet et affolant ». C'est un témoignage qui témoigne des défis de taille auxquels ont été confrontés des gens qui étaient en voyage pour tenter d'entrer au bercail au tout début de la pandémie. Le premier ministre leur disait d'arriver, mais quand on est à bord d'un bateau, c'est pas si facile de revenir au pays. En effet, on dit que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Denise Lenire et son époux, Gilles Laporte, en font preuve littéralement. Le couple compte parmi les passagers à bord du bateau de croisière Zaandam de Holland America, qui était astreint à vivre l'interminable attente de retour au pays en raison de la nouvelle ère d'incertitude liée à la pandémie. Le 2 mars 2020, question d'échapper au froid hivernal canadien, Denise et Gilles se dirigeaient joyeusement vers Buenos Aires avant d'entreprendre à compter du 7 mars 2 croisières consécutives d'une durée de 31 jours en Amérique du Sud pour revenir paisiblement le 7 avril à Fort Lauderdale par le biais du canal de Panama. Mais le destin en décida autrement. Sans plus tarder, je cède la parole à Denise Lenire et Gilles Laporte qui vous parleront brièvement de leur périple. À toi la parole, Denise. Oui, bonjour. Hey, ça me fait très plaisir de dire quelques mots parce qu'un petit 5 minutes, là, c'est pas beaucoup pour toute notre présentation. En fait, on a monté un PowerPoint sur notre voyage, puis on l'a présenté à une dizaine de fois là, avec les centres de vie active et puis Concept Aîné, etc. Donc, on s'est amusé beaucoup à faire ça. Donc, ce que je veux vous présenter, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous présenter les points forts du voyage, puis les points d'anxiété. Mais je vous avoue qu'on disait tout le temps aux gens qu'on n'était pas anxieux, on avait du fun quand même dans le bateau. Au niveau du confinement, tu sais, c'était pas une problématique pour nous parce que nous, on vit au jour le jour. Donc, c'était ça notre défi principal. Donc, au niveau des points forts du voyage qui nous a aidés, c'est premièrement l'utilisation de l'Internet. Aussitôt, le 14 mars, c'est là que tout a commencé là, à chambarder pas mal. Donc, le Holland America nous ont donné accès à l'Internet gratuitement. Donc, moi, ça a été ma bouée de secours parce que je pouvais être dans Facebook 2 à 3 heures par jour. On recevait des commentaires, je répondais aux commentaires. J'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Le monde était plus inquiet que nous autres, on était inquiets. Donc, nous, ça nous inquiétait que le monde était inquiet de nous. Donc, c'était assez cocasse. Donc, utilisation d'Internet, je vous conseille, si vous allez pour un 40 jours en voyage, apportez votre cellulaire, juste au cas, ou votre iPad, votre tablette, etc. Ça vaut la peine, après ça, d'avoir une connexion du monde, de la famille, des amis, etc. Ça, c'était vraiment suprême. L'autre chose, il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des médias, même de la francophonie à travers le Canada, mais surtout en Ontario. Donc, on a eu plusieurs articles de Benjamin Vachet qui nous a suivis. Là, on a eu 5 articles de lui. Aussitôt qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'ai envoyé un message, puis il faisait un article là-dessus. Ça, c'était vraiment plaisant. Et puis, comme ça, tout le monde, il savait qu'est-ce qui se passait. Il y a aussi au niveau, quand tu penses à toute l'organisation que ça prend pour envoyer 1800 personnes dans leur pays, faire la distribution de ça. Nous autres, au niveau du Canada, on était à peu près 250 personnes. Donc, le Canada
devait s'organiser pour nous ramener au Canada. Donc, quand on pense à toutes ces stratégies gouvernementales-là, c'est pas mal fascinant. J'aurais vraiment aimé être un petit oiseau et puis participer à ces négociations politiques-là. Ça a dû être là, vraiment, vraiment intéressant. On avait aussi, tu vois, le bateau partait de Buenos Aires, on faisait le tour, puis on montait vers le nord là, dans le Pacifique. Mais là, il devait se réapprovisionner à Valparaiso ou à San Diego. Donc là, on ne pouvait pas rentrer dans le pays. Donc, juste la stratégie de ravitaillement de Holland America pour aller chercher de la nourriture pour à peu près 2500 personnes. L'essence aussi, parce que là, on commençait à manquer d'essence. Donc, tout le ravitaillement, ça a pris 48 heures, là, mais ça, c'était extraordinaire à voir. C'était vraiment une expérience intéressante. Toutes les négociations avec Fort Lauderdale, parce que là, le Pérou, il ne voulait pas nous avoir, le Chili ne voulait pas nous avoir, l'Équateur ne voulait pas nous avoir. Ça a pris quelque temps au canal de Panama d'accepter qu'on passe dans le canal. Et puis, on l'a fait pendant la nuit parce que il y avait peur qu'il y ait que le peuple n'aime pas ça, qu'on arrive là, avec du monde malade dans leur circuit. Donc, ça, c'était intéressant. Le processus de débarquement à Fort Lauderdale aussi, l'organisation que ça a dû prendre pour... on était 8 autobus de Canadiens qui s'en allaient à l'aéroport. C'était pas mal quelque chose. Puis la collaboration du Canada, nous autres, on n'a pas entendu parler, mais tout d'un coup, c'était tout fait. On avait le 1er avril, on partait le lendemain, puis tout était organisé. Donc ça, c'était vraiment fantastique. Au niveau des points d'anxiété, je dirais, ben, le refus des pays, hein, c'est quand même exceptionnel. Tu sais, tu es refusé, là, le monde, ils ne veulent pas t'avoir. Ça n'arrive pas souvent là, qu'on ait ce sentiment-là. Donc, les nouvelles du Canada, là, je vous avoue là, que je pense que tu sais, vu que j'avais de l'information de notre famille, des amis, par Facebook, je pense que le Canada, Ottawa, Orléans étaient en plus grande difficulté que nous autres, on l'était dans le bateau. Tu sais, quand on entendait parler là, que les écoles étaient fermées, le cinéma était fermé, les salles de spectacle étaient fermées, il manquait du papier toilette. Donc, savon à main, etc. On a dit, oh, on veut-tu vraiment s'en aller là, tu sais? Donc, c'était un peu cocasse parce que les gens à Ottawa étaient en plus grande détresse que nous autres. Les attentes, ça a été là, assez difficile. Les attentes, tu sais, on attend tout le temps. On attend de rentrer dans le bateau, on attend ci, on attend ça. Le transfert au Rotterdam, on était chanceux, on était très chanceux, nous autres. Parce que quand on a transféré dans le Rotterdam, parce que là, il commence à y avoir trop de malades dans un bateau, ils nous ont transféré dans un autre, on a eu un balcon. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On avait de l'air parce que, dans le fond, là, quand tu es confiné, tu n'as pas d'air. Hein? L'air, elle ne circule pas. À un moment donné, on avait essayé de laisser la porte ouverte de notre cabine, puis ils sont venus nous dire de le fermer. Donc, on pouvait même pas faire ça. Et puis, les attentes à l'aéroport de Fort Lauderdale, à l'aéroport de Pearson. Et puis là, on est arrivé à Ottawa. Et puis, c'était le confinement pour 14 jours. Puis ça, j'ai trouvé ça plus difficile que tout le voyage en entier parce que Santé publique, il t'appelait à 8 heures le matin puis il t'appelait à 9 heures le matin pendant 14 jours. C'était ça, là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais autre que ça, on a eu une belle, quand même, un beau voyage sans excursion. Mais la moitié a été quand même pas trop pire.
Mais c'est pas à refaire. Je vous conseille pas que ça vous arrive, là. Mais ça ne nous empêche pas de réserver une autre croisière pour l'année prochaine. Donc, merci, Daniel. Hein? Ton article, super bon, super intéressant. Les photos, c'est le fun au bout. Et puis, juste pour vous dire que la photo à la page, la première photo, la page 1 en bas, c'est la photo du seul et unique Air Fresh Day, qui appelait ça, de notre voyage. Donc, merci beaucoup, Daniel. Il n'y a pas de quoi. Tu voudrais peut-être mentionner que ton fils, qui est membre du groupe humoriste Improtéine, le petit message qu'il avait mis sur Facebook quand il savait que ça allait moins bien. Ah, ça, c'était crampant. Ah oui. Martin Laporte, c'est mon fils. En fait, je pense qu'il était à l'école primaire avec Dominique, en fait. Il fait partie d'Improtéine, puis lui, il est tout en drôle. Hein? Donc, quand il a su qu'on était confinés, il a dit « Ah, ben, il nous a envoyé un message Facebook pour dire que, ben là, j'ai décidé de vendre votre maison, d'aller de l'avant, puis vendre ma maison. Ça, c'était vraiment crampant parce que là, j'ai eu comme 10 commentaires de personnes de la communauté. Peter Omniuk qui a dit ouais, OK, si tu vends ta maison, tes parents vont aller vivre chez vous. Pense-y 2 fois, tu sais. Donc, ça a apporté tout un brouhaha. J'ai fait un montage avec tous les articles qui ont passé à notre sujet, avec les entrevues. On a eu des entrevues avec Radio-Canada, avec Unique FM. Donc, c'était un peu... c'était le fun, tu sais, qu'il y ait un intérêt comme ça. Mais c'est un peu dû, je pense, premièrement, Gilles Laporte, mon conjoint, lui, il écrit chaque minute du voyage, là, dans tous nos récits de voyage. Il écrit par minute ce qu'on fait. Donc, on a pu documenter pas mal tout ce qui était arrivé. C'était extraordinaire. Et puis, moi, en tant que sociologue, ben, j'aime ça analyser la société. Donc, j'étais au paradis terrestre d'être avec les médias, puis de parler, de jaser, puis en tout cas, c'était le monde entier, je pense qu'ils nous ont pas mal suivis, là, tu sais. Ça arrive souvent là, qu'on se promène dans la rue puis on dit « Ah, vous étiez sur Zendem, là, hein? » Donc, ça fait un petit peu drôle. Mais j'apprécie beaucoup, en fait, l'article, parce que c'est une forme de patrimoine, hein? Tu sais, comme c'est un legs qu'on donne à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, aux arrière-arrière, là. Tu sais, comme là, on se rappelle de la pandémie espagnole là, de 1918, 19, 20. Bien, on ne connaît pas grand monde là, qui était là. Ils ont 100 ans et plus. Donc, c'est important. C'est important, le patrimoine. Merci beaucoup, Denise. Merci de votre témoignage grâce à Daniel qui a écrit ça. Alors, pour faire le lien justement au sujet des épidémies et de ce genre de pandémie, je passe la parole à Brigitte Murray maintenant. Merci beaucoup, Samy. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend vraiment pas bien, Brigitte. Donc, ce que je vais te suggérer, c'est à côté du petit micro en bas à gauche de ton écran, clique sur l'accent circonflexe et puis change de micro. Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce que vous savez si... Je ne sais pas lequel des deux tu vas... Il devrait y en avoir 2 normalement qui sont choisis. Essaye de passer à l'autre. Vous m'entendez mieux? Non, ça n'a rien changé. Peut-être téléphoner. Est-ce qu'on peut, Brigitte, te suggérer de téléphoner? Comme ça, on mettrait ton... Daniel, est-ce que tu connais le numéro? Tu pourrais donner le numéro à Brigitte? Est-ce que quelqu'un aurait le numéro proche? C'est la première fois que ça arrive qu'on ne m'entende pas. C'est curieux. J'enseigne tous les jours en ligne. J'ai régulièrement des réunions. Ça a l'air d'être meilleur, là. Le volume remonte. Pardon?
Vous m'entendez? OK. Le volume a monté. Il faut parler fort quand même, mais Oui. on va t'entendre. Parfait, merci beaucoup. Alors, bien, pour ma part, si je fais le lien avec le coronavirus, bien, c'est que j'ai écrit un article qui parle de coronavirus. Mais je dois admettre que je ne pensais pas écrire un article qui aurait un lien avec le coronavirus parce que, comme Samy le disait, moi, je m'intéressais plus au 175e anniversaire de la Fondation des Sœurs de la Charité. Alors, si je ne m'attendais pas à écrire un article sur le coronavirus, je m'attendais encore moins à écrire un article qui lie le coronavirus et les Sœurs de la Charité. Alors, on avait un bel article qui pouvait faire le lien entre nos deux thèmes. Alors, en parcourant la correspondance d'Élisabeth Bruyère pour cet article-là qui s'appelle « Quand coronavirus rime avec typhus », eh bien, en parcourant la correspondance d'Élisabeth Bruyère, j'ai pu lire plusieurs lettres qui exposaient bien la réalité de l'époque lorsqu'Élisabeth Bruyère et ses compagnes ont été appelées à soigner les gens qui étaient atteints du typhus en 1847. Alors, j'ai pu constater que certaines difficultés qui étaient liées à l'épidémie du typhus à cette époque, mais étaient les mêmes qu'on vivait en 2020 avec la pandémie de coronavirus. Et j'ai pu même constater que certaines décisions qui ont été prises à l'époque pour tenter d'éradiquer l'épidémie avaient été les mêmes décisions qui avaient été prises ici par nos gouvernements pour tenter d'éradiquer le coronavirus. Alors, dans cet article, en plus de vous présenter les parallèles entre le typhus et le coronavirus, bien, je vous présente aussi un extrait de la correspondance d'Élisabeth Bruyère, dans laquelle Élisabeth Bruyère conseille à une autre supérieure, c'est-à-dire chez les Sœurs de la Charité de Québec. Donc, elle lui donne des conseils sur la façon de soigner les personnes atteintes du typhus. Et quand j'ai trouvé ce passage-là, j'ai trouvé très important de le mettre dans l'article parce que ce n'est pas des informations qu'on trouve facilement là, dans la mémoire collective aussi. En fait, on peut parler du typhus, on en parle beaucoup. Le typhus est resté dans la mémoire collective. Mais est-ce que les gens savaient comment ils prenaient soin des gens? Qu'est-ce qui se passait quand les gens étaient malades et arrivaient à l'hôpital? On n'avait pas ce genre d'informations-là. Alors, j'étais très, très contente d'avoir un beau paragraphe qui l'expliquait. Et vous vous rendrez compte que les masques N95 n'étaient pas fabriqués à cette époque-là. Et puis, pour ce qui est de la pandémie, on entend souvent dire qu'elle se propage par les gouttelettes de la salive lorsque nous parlons. Bien, vous allez découvrir en lisant cet article-là comment on expliquait la propagation de la maladie. On ne parlait pas de gouttelettes, mais peut-être qu'elle était propagée de la même façon pour ce qui est du typhus. Je me souviendrai toujours de cette période-là d'écriture pour souligner le 175e anniversaire de la Fondation des Sœurs de la Charité comme d'une période très heureuse pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque je discutais du 175e anniversaire des Sœurs de la Charité, tout le monde s'enthousiasmait et même que des gens acceptaient de collaborer à la rédaction d'articles et que certaines personnes se proposaient même d'écrire des articles. Alors, le résultat de ces rencontres et de ces discussions-là qui étaient enthousiasmantes, eh bien, le résultat, c'est que dans ce numéro-là, on a 7 articles qui portent soit sur les Sœurs de la Charité d'Ottawa ou sur Élisabeth Bruyère. Alors, permettez-moi de vous présenter quelques-uns de ces articles très, très rapidement. Alors, le 175e anniversaire des Sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est plus précisément le 20 février. Et à ce moment-là, l'Écho du peuple a présenté un spectacle à 200 sœurs de la Charité et à leurs invités. Et c'est Félix Saint-Denis, qui est co-créateur et directeur artistique de l'Écho d'un peuple, qui a écrit cet article. Et par cet article-là, qu'il a intitulé « Toi qui veilles sur moi »,
eh bien, il nous permet, d'une certaine manière, de ressentir les mêmes émotions que les 200 sœurs de la charité et leurs invités ont pu ressentir pendant le spectacle. Parce que j'ai entendu dire que c'était très émouvant. J'ai entendu certaines personnes en parler même après l'événement. Ensuite, pour poursuivre sur le thème des émotions et plus particulièrement sur le thème de la nostalgie, c'est Elena Choutia-Condé que vous avez rencontrée tout à l'heure et j'étais très, très contente qu'elle soit là. Donc, vous avez maintenant son visage à l'esprit. Alors, elle nous ouvre les portes du Collège Saint-Joseph de Hall, cette institution-là scolaire qui a été fondée en 1870. Et à cette époque-là, les Sœurs de la Charité s'appelaient les Sœurs Grises de la Croix. Alors, Elena nous expose la façon dont les valeurs d'Élisabeth Bruyère lui ont été transmises lorsqu'elle fréquentait le Collège Saint-Joseph de Hall. Et dans son article, dans l'article d'Elena qui s'intitule « Le Collège Saint-Joseph de Hall », comme je le disais, eh bien, elle précise que lorsqu'elle fréquente cette institution scolaire-là, ce ne sont plus les religieuses qui enseignent, ce sont maintenant des personnes laïques. Et on pourrait se poser la question, mais maintenant, les Sœurs de la Charité, est-ce qu'elles sont encore actives dans la société? Et là, maintenant, aujourd'hui, Sœur Huguette Parent est avec nous, donc nous savons qu'elles sont encore très actives. Et oui, et comment on peut également découvrir les activités et les œuvres des Sœurs de la Charité aujourd'hui? Bien, c'est en lisant l'article qui s'intitule « Le Carrefour Bruyère, un type d'apostolat contemporain à Ottawa ». Alors, elles sont encore présentes au sein de la collectivité. Et je profite de l'occasion pour remercier Sœur Vivienne Lavictoire et Marie-André Imbeau, qui ont accepté de participer avec moi à la rédaction de l'article. Et enfin, pour mieux connaître Élisabeth Bruyère, donc la fondatrice supérieure des Sœurs de la Charité, et à l'époque, ça s'appelait les Sœurs Grises de Bytown, ce numéro comporte 2 articles sur la généalogie. Plus précisément, un article sur la descendance de l'un des frères d'Élisabeth Bruyère, plus précisément, et un article sur l'ascendance de la famille. Et pour ce qui est de la descendance du frère d'Élisabeth Bruyère, bien, est-ce que vous saviez qu'il y avait encore des descendants de la famille dans la région? Alors, l'arrière-petit-neveu d'Élisabeth Bruyère, Marc Bruyère, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Eh bien, il a accepté au mois de mars de discuter avec moi d'Élisabeth Bruyère et de ses recherches généalogiques. Merci beaucoup Marc pour le temps que tu m'as accordé pour qu'on puisse produire cet article qui est très actuel. Et pour ce qui est de l'ascendance de la famille, eh bien, vous pourriez lire un article écrit par Paul Leclerc et Samy Khalid. Et dans cet article, si on peut découvrir notamment les différentes graphies du nom de Bruyère, ainsi que la ville d'origine des Bruyères, on peut également voir des photos récentes de la famille Bruyère et donc la famille de Marc Bruyère dans cet article-là aussi. Voilà. Et donc, je vous laisse maintenant, bien sûr, découvrir les autres articles qui sont dans le numéro parce qu'il y en a d'autres et Samy en avait fait mention tout à l'heure. Mais juste avant de terminer, permettez-moi de revenir un moment sur l'article qui s'intitule « Quand typhus rime avec coronavirus ». Pourquoi? Parce que cette idée, au départ, c'est l'idée de Sœur Huguette Parent qui avait dit pendant une conversation qu'il serait bien qu'on ait un article sur le coronavirus et le typhus. Et à cette époque-là, vous vous souviendrez, Sœur Huguette Parent, qu'on était fin janvier et à ce moment-là, le coronavirus était encore seulement en Chine.
il n'était pas arrivé ici. Je crois qu'à cette époque-là, on entendait parler de l'hôpital qu'on avait construit en 10 jours en Chine, mais on n'était pas encore touché ici. Et merci également, Sœur Parent, d'avoir relu les articles que j'ai écrits pour ce numéro. Je l'apprécie grandement. J'apprécie grandement tous les échanges que nous avons ensemble. Et voilà. Et Sœur Huguette Parent, vous la connaissez presque toutes, mais peut-être d'autres personnes ne la connaissent pas beaucoup, qui sont parmi nous, mais elle est la présidente fondatrice du ROPFO, qui est le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien. C'est l'ancêtre du RPFO. Alors, il y a déjà 10 ans, en 2011, le ROPFO s'était fusionné avec un autre organisme qui s'appelait le SFOHG, la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie. Alors, ces deux associations ensemble ont créé le RPFO qu'on connaît aujourd'hui et nous avons aujourd'hui le lancement du chaînon. Alors, Sœur Huguette Parent, je vous laisse la parole. Je vous remercie encore pour toutes les contributions pour ce numéro-là. Et je vous laisse la parole pour présenter Élisabeth Bruyère et les Sœurs de la Charité. Merci beaucoup. Rebonsoir à tout le monde, à toutes les personnes présentes qui s'intéressent au patrimoine de l'Ontario et de l'Ontario français. Et un gros bonsoir spécial à Marc Bruyère, que j'ai déjà rencontré. Disons qu'en 2020, il n'y a plus d'Élisabeth Bruyère pendant cette pandémie du coronavirus qui bouleverse le monde entier. En 2018, le 14 avril, Élisabeth Bruyère a été proclamée par l'Église catholique vénérable. Ça veut dire quoi? Pour toutes les religieuses et tous les chrétiens et chrétiennes, cela veut dire que Élisabeth a pratiqué les vertus humaines de bonté, de respect, de justice, de tolérance, de solidarité, mais surtout de charité à des degrés extraordinaires. C'est pourquoi j'ai pu dire dans mes écrits, la forme et la couleur de la charité à Bytown, c'était Élisabeth Bruyère qui passait en faisant le bien. Aujourd'hui, pendant ce temps du coronavirus, demandons à Élisabeth, qui a été une femme d'action en son temps d'épidémie, et dont la congrégation, les Sœurs de la Charité d'Ottawa, qu'elle a fondée, a continué pendant 175 ans sur ses traces à aider les plus pauvres de la société. Demandons-lui de nous aider en notre temps, de nous secourir virtuellement ou de façon céleste, si vous voulez. C'est ce que toutes les religieuses maintenant demandent aujourd'hui dans leurs prières. C'est leur activité parce qu'elles n'ont plus la chance d'être sur le champ de bataille. Merci à toute l'équipe du chaînon et du RPFO qui font un excellent travail. C'est incroyable ce que vous faites. Merci au nom de la société. Permettez une seconde que je profite de cette occasion pour remercier bien chaleureusement M. Sami Khalid pour son engagement professionnel comme rédacteur en chef du chaînon. Il a mis toute son expertise professionnelle au service de la diffusion du patrimoine de l'Ontario. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je veux aussi lui transmettre des félicitations pour sa nouvelle nomination comme, je peux-tu le dire, directeur de l'Autorité héraldique du Canada. C'est tout un titre, toute une promotion distinguée. Bonne chance, quel honneur. Bravo, merci. Bonsoir.
Merci, Huguette. Alors, c'est au tour de Francis de parler, à moins qu'il y ait des questions, des interventions. Si, c'est vrai, j'avais promis qu'on ferait une petite pause. Si quelqu'un a des questions ou quoi que ce soit à dire au sujet de ce numéro du chaînon. Daniel Carrière, tu parles, mais on ne t'entend pas. Le micro est fermé. Pardon. C'est juste, c'était pas prévu, là, je voulais juste ajouter un petit quelque chose à propos de Samy parce qu'il faisait partie des 25 coups de cœur là, dans le dernier livre. Puis je me demandais si vous me permetteriez de lire juste le petit paragraphe pourquoi il avait été choisi comme coup de cœur. Parce que l'historien d'origine suisse et marocaine, diplomate de nature, devenu franco-ontarien d'adoption, s'investit à fond dans tout ce qu'il entreprend en tant que rédacteur en chef de la revue Le Chaînon. Il ne saurait se contenter de réussites médiocres, et ce, au grand bonheur de son lectorat, puisque grâce à sa rigueur, la dernière revue franco-ontarienne demeure de haut vol. Merci, Samy. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour remercier Samy, je vous invite à le faire. Sinon, moi, Samy, ce que je vais faire, j'ai écrit dans le chaînon un petit mot pour te remercier, tu le sais. Je vais simplement lire le 3e paragraphe. L'auteur Antonine Maillet, que j'affectionne particulièrement, écrivait que le temps est une sorte de fuite de choses qu'on s'efforce d'attraper au vol quand elles ont bon goût. La prouesse de Samy fut de saisir au vol l'essence de notre passé et de nous démontrer à quel point il a bon goût. Le rôle dans la société d'un docteur en histoire est un rôle public, de faire éclater au grand jour la richesse du passé afin que nous puissions tous l'admirer. Il va sans dire qu'à la barre du magazine, Samy a relevé le défi haut la main. Nous sommes chanceux d'avoir si longtemps pu profiter de ton œil attentif aux détails, de ton expertise, de ta passion. Et en mon nom personnel et au nom du réseau du patrimoine franco-ontarien, et tant qu'à faire à toutes les générations qui vont pouvoir lire le chaînon, parce que le chaînon n'est pas qu'un véhicule pour notre passé, c'est un objet de patrimoine en soi. Nous te remercions chaleureusement. 8 belles années. C'est très gentil. Je suis très touché par ces beaux témoignages. Merci beaucoup. Sachez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision de quitter la direction du chaînon. Comme Huguette l'a mentionné, j'ai d'autres responsabilités. C'était le moment de passer à autre chose, à reculons un peu. Mais je pense qu'effectivement, je me suis beaucoup investi dans le chaînon au fil des ans et j'espère que j'en laisse quelque chose. J'y laisse quelque chose qui va pouvoir perdurer. En tout cas, je suis très chanceux d'avoir pu être entouré de collaborateurs vraiment extraordinaires au fil des ans. Des gens qui m'ont vraiment appuyé dans la production du chaînon, mais aussi des collaborateurs de passage qui se sont arrêtés le temps d'un article ou d'une photo ou d'une révision. Et donc, ça a été vraiment un très beau parcours, une très belle expérience que j'ai vécue. Je suis certain que la personne ou le comité qui reprendra aura aussi de très belles expériences à l'avenir. Merci. Merci à toi. Monsieur Bruyère, voulez-vous parler? Oui, c'est Marc. On vous entend très peu. On va vous monter le volume, là. Comment vous m'entendez, là? Pas du tout. Ben, je dis pas du tout, très peu encore. Oh, allez-y. OK, c'est pour sa main. Il y aurait quelques corrections à faire dans le chaînon. Parce qu'une place, c'est dit 3 sœurs de Théophile et d'Élisabeth.
C'est 3 filles de Théophile et nièce d'Élisabeth. D'accord, on pourra s'occuper de ça. Oui. Puis ça, c'est à page 33. Page 34, la photo devant l'église, c'est marqué 2018. C'est 2010. C'est 2010? 2008. 2008. Puis la page 36, là, mon grand-père t'a marqué Ogdensburg, New York. C'est Ogdensburg, New York, qui est proche de Conroe. Ogdensburg, c'est au sud de Prescott. C'est Ogdensburg, New York, c'est au sud de Conroe, c'est côté des États. Ça, ça doit avoir pris ça dans le livre du curé Forgette, mais le livre du curé Forgette, il y a plusieurs erreurs dedans. Je vous le dis tout de suite. Parce que, je le dis, en haut de la page, j'ai l'écriture. C'est l'écriture de mon grand-père. C'est marqué né à Saint-Régis, puis baptisé Ogdensburg, New York. Puis, certificat de baptême, Ogdensburg, New York. Fait que je ne peux pas me tromper. Écoutez, ça arrive qu'on fasse des erreurs dans le chaînon, mais heureusement, on peut les corriger dans la version électronique et on peut faire des erratums dans l'édition suivante. Donc, je vous invite à m'envoyer un courriel pour me donner ces renseignements-là et puis on va tout de suite faire la correction dans la version électronique, ce qui fait que les lecteurs auront tous les renseignements qu'il faut, juste corriger. Oui, mais à commencer à tout le monde, là, le livre du curé Forgette, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Soit des emplacements. Juste dans les bruyères, j'ai plusieurs corrections. Je crois que j'ai mis une quinzaine de corrections dans le livre du curé Forgette. Si jamais il y en a qui veulent avoir des corrections, moi, j'ai tout ça dans l'ordinateur que je peux aider. Ça, c'est laissé au monde qui veut me contacter. Merci, monsieur Briand. OK. Donc, J'ai été obligé de mettre la lumière parce que je commençais à fondre dans mon fond d'écran et je vois que j'ai la même couleur que la photo d'arrière-plan. C'est bien pour souligner le fait que le temps passe. Excuse, Francis, je t'ai coupé la parole. non, c'est correct. Je cherche des yeux lors du... Dominique? Je te prends par surprise, mais je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie encore une fois de nous avoir consacré 2h30 à cet AGAC. En plus du départ de Samy, je souligne encore le départ de Brigitte Murray qui nous quitte, de François Castillo et de notre trésorier, Babi Bourdeau. Cela dit, il y en a des gens qui partent, mais il y a des gens qui sont éternellement avec nous, comme Mme Parent, qui est à sa 40e AGA. Et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Et merci d'avoir fondé pas la SOFOG, l'Europe Faux. Non. Mais j'étais pas toute seule. J'étais Oui, pas toute seule. Monsieur Pelletier, mais je comprends. Mais merci d'être là.